tous ces gens étaient blancs. C'était en 1912. Ils savaient qu'il y avait un marché que personne n'avait exploité. Avec leurs partenaires, ils achètent 10 km² afin de construire un centre de villégiature pour la classe moyenne noire, celle issue de la première vague de la Grande Migration. Ces 500 000 Afro-Américains qui, entre 1910 et 1920, ont immigré dans les villes du Nord, fuyant la haine et la misère régnant dans le sud du pays. Ils ont réussi économiquement, mais sont empêchés par la ségrégation de devenir propriétaires ou de fréquenter les espaces de loisirs réservés aux Blancs. Une dame nous a raconté que lorsque sa grand-mère avait acheté une parcelle, elle lui aurait dit « C'est la première fois de ma vie que je possède quelque chose ». Idlewild donnait aux Noirs un droit de propriété. Les promoteurs proposent 6 700 lots pour une trentaine de dollars. Une somme non négligeable à l'époque. Daniel Williams, un éminent chirurgien noir de Chicago, achète un lot pour sa propriété en 1915 et fonde une association afin de racheter les terrains des promoteurs blancs. Mon père était un jeune interne à l'hôpital Provident. Le docteur Daniel Williams voulait que les Noirs américains quittent la ville, qu'ils échappent au stress et aux problèmes que nous devions affronter à Chicago à cause de notre couleur de peau. Il pensait qu'il serait bon pour nous de respirer de l'air pur et d'être loin de la ville. 6 générations de ma famille sont passées par cette maison, y ont vécu et l'ont aimée. Cottage, hôtel, restaurant et une église. La première d'un lieu de villégiature noire sont construits à la force des mains des habitants. Le nom des rues sont celles des villes noires américaines et des valeurs du village de vacances, joie, générosité, harmonie. Au début d'Idlewild, il y avait beaucoup d'activités intellectuelles ici. Des personnalités comme le sociologue W.E.B. Du Bois, qui est venu et nous a donné notre surnom l'Éden Noir, l'écrivain Langston Hughes, qui avait une maison ici, ou des hommes et des femmes d'affaires comme Madame C.J. Walker, qui a été, je crois, la première millionnaire afro-américaine. C'était un lieu où les gens se réunissaient et débattaient d'idées et de différentes choses qui les concernaient et de ce qu'ils pouvaient faire pour aider la communauté afro-américaine une fois rentrés chez eux. Idlewild fait écho à un mouvement né à New York, la Renaissance de Harlem, qui combat le racisme en célébrant l'art et un discours intellectuel noir. Entre 1915 et 1927, le nombre de visiteurs passe de quelques centaines à 5 ou 6 000 par an. Devenue une petite ville avec ses résidents permanents, connaît alors son apogée. Tous les Noirs célèbres qui se produisaient dans les lieux pour les Blancs, mais sans avoir le droit d'y séjourner ou sans voir autour d'eux des personnes qui leur ressemblaient, venaient à Idlewild. Et ici, ils étaient sous les feux de la rampe, au centre de l'attention, avec des gens qui leur renvoyaient non seulement leur culture, mais qui les touchaient et les estimaient, ce qui n'était pas le cas ailleurs. Au plus fort de sa popularité, dans les années 1950-1960, Idlewild est la vitrine incontournable des artistes noirs comme B.B. King, Della Reese, Louis Armstrong, Aretha Franklin ou Etta James. Tous passent par le Las Vegas du Midwest. Un jour, il y a eu quelques 25 000 personnes concentrées sur les 10 km² de cette petite ville rurale, à tel point qu'il a fallu faire appel à la garde nationale pour fluidifier le trafic. C'était fou et irréel. Idlewild devient le plus grand et le plus connu de la dizaine de complexes hôteliers afro-américains nés dans l'Amérique ségrégationniste. Son effervescence culturelle est d'autant plus inédite qu'à cette époque, les violences anti-noirs sont monnaie courante. Idlewild était historiquement, sans concession, une ville de et pour les Noirs. Je tiens à le préciser. Ce qui nous importait, c'était d'être nous et de l'être pleinement. À cette époque, les Blancs possédaient tout le nord du Michigan, sauf cette petite enclave que les Noirs ont pu préserver. À l'entrée de la station, le Morton's Motel est tenu par Blair et sa compagne Suzanne. Les grands-parents de Blair découvrent Idlewild dans les années 1920 et y achètent une maison dans les années 1940. Idlewild et le Morton's Motel sont alors listés dans le Green Book, le livre de route indispensable à tout Afro-Américain en déplacement.
Le Morton's Motel figurait sur la liste des endroits sûrs où les Afro-Américains pouvaient voyager, visiter et dormir sans avoir peur, sans subir de violence. Ils pouvaient louer une chambre et y séjourner. Ils mangeaient, ils étaient logés, on s'occupait d'eux ici. Les jours de gloire d'Idlewild prennent fin, ironiquement, avec l'adoption de la loi sur les droits civiques de 1964. Elle abolit officiellement la ségrégation des races et donne accès aux Afro-Américains à des loisirs et divertissements autrefois interdits. Beaucoup de Noirs voulaient découvrir le reste du monde qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de connaître. Et comme les Afro-Américains n'avaient pas accès aux banques comme les Blancs pour investir, il y avait un décalage entre les installations à Idlewild et la modernité ailleurs. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de Noirs ont été attirés ailleurs. Alors que l'Amérique noire délaisse ses propres institutions à partir de la fin des années 60, Idlewild se transforme en ville fantôme. Depuis le début du XXIe siècle, Idlewild renaît pourtant de ses cendres. Dans un pays toujours déchiré par les violences raciales, bousculé par des mouvements comme Black Lives Matter, Idlewild redevient un refuge communautaire. En 2015, Blair et Suzanne rachètent le Morton's Motel. Je pense que beaucoup de gens ont perdu leurs illusions sur l'idée d'une société post-raciale, car ce rêve ne s'est jamais concrétisé. Toute l'histoire américaine survenue après Obama n'a fait que renforcer cette conviction dans l'esprit des gens. Donc je pense qu'une grande partie de la valeur que les gens accordent à Idlewild est due au fait que ces dernières années, les dichotomies dans la société sont devenues plus claires et plus nettes. Et un espace sûr comme Idlewild est quelque chose qui demeure nécessaire, parce qu'il a été démontré que nombre d'endroits ne sont pas sûrs pour les Noirs. Il s'agit d'entretenir et de rendre fertile le sol pour que d'autres personnes viennent y planter les graines de leurs rêves et qu'ils se perpétuent pour les générations à venir. Aujourd'hui, Idlewild est le plus important des quelques villages de vacances afro-américains qui ont survécu à la marche du temps. En organisant des festivals de danse, de poésie, de musique, les 1000 habitants à l'année se battent avec l'État pour encourager l'enracinement de nouvelles familles, comme les Lewis arrivés de Détroit. Nous avons passé notre tout premier week-end ici pour retrouver cette communauté lacustre afro-américaine. Les personnes qui vivent ici à temps plein nous ont accueillis très chaleureusement. Elles nous ont fait visiter les lieux et nous en ont expliqué l'histoire. C'est ce qui nous a attirés ici et ce qui nous a permis de nous y enraciner. Je pense qu'il est très important que cette communauté reste connue comme une communauté afro-américaine. Nous avons besoin d'endroits comme celui-ci, qui sont ruraux, où il n'y a pas de lumière éblouissante, de grands panneaux ou une pollution automobile asphyxiante, ou cette pollution de l'air. Et donc, nous avons besoin de personnes qui investissent dans cette communauté, en étant présents physiquement.